à entre 70 et 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est en bord de mer de la Manche. Et donc ce plateau, qui est certes ondulé, il est en permanence soumis au vent. Et donc, naturellement, progressivement, au gré du défrichement du plateau, petit à petit, l'installation des fermes a pris cette forme-là. Donc, une des caractéristiques, une des composantes principales du clos, c'est sa ceinture arborée, plantée sur un talus, qui en fait marque la limite entre l'espace cultivé et l'espace qui fait l'intérieur de la ferme, proprement dit, là où s'organisent les bâtiments et se prépare, on va dire, l'activité de culture et euh, voilà, de la ferme. Alors j'ai ici une image d'un clos-masure un peu typique. Donc c'est, on voit, donc, alors il y aura plein de choses à dire sur la question de ce plateau, de ses caractéristiques géologiques. Au gré des échanges, des discussions, on pourra y revenir, mais pour parler du sujet du clos-masure, je pense que c'est intéressant de déjà assez vite rentrer dans ce sujet et ses composantes. Alors, il y a plein de particularités, mais une d'elles qui est frappante, c'est l'imbrication entre ces éléments naturels et ces éléments bâtis. Donc on voit que à travers cette image, le talus ceinture cette grande cour qui peut prendre des formes et des dimensions très diverses. Donc là, on aperçoit au milieu l'ensemble des bâtiments. Ouais. Donc les bâtiments sont à l'origine tous au sein de cette ceinture arborée. Et cette ceinture, elle a pour effet de briser le vent. Le talus, on va le voir, a plein de rôles, qu'il soit hydraulique, qu'il soit de marquer la propriété, etc. Et donc voilà, là on a, on va dire, le dessin, le schéma qu'on retrouve sur le clos-masure, on va dire type. Alors, les clos-masures sont de différentes dimensions et on va voir qu'il y a des tout petits clos-masures et des très grands clos-masures. Et ici, on est quand même dans une grande ferme, c'est le nom du site, et on va voir que sa composition est partie. Une diversité de formes, voilà, à la même échelle, différents plans de clos-masure. Donc il y en a des tout petits, hein, on est autour de 1500 mètres carrés, et puis on a des très grands, on peut aller jusqu'à 4 hectares, voire plus. Euh, les, les clos sont pardon, le talus est un élément qui protège des vents dominants et généralement les bâtiments sont implantés très proches du talus planté. La maison initiale, la maison de ferme, la maison de paysan, est installée de manière à être orientée au sud. Donc sa façade principale est orientée au sud. Et on va le voir, il y a différentes formes d'habitation et vous voyez bien que derrière moi, elle n'est pas, alors le sud, pour résumer, on est là, et là, on n'est pas du tout sur cette implantation, on verra tout à l'heure. Le colombier, alors le colombier, c'est, pardon, c'est plutôt pour les animaux, les piliers d'entrée, les fours, on a des fours à lin, voilà, on a du patrimoine qui est très diversifié. Alors, dans ce clos, on a des bâtiments qui sont tous en maçonnerie, mais vous savez qu'en Normandie, on a beaucoup de pans de bois, et ça me permet de vous dire qu'en Normandie, et c'est d'autant plus vrai en Seine-Maritime, il n'y a pas de matériaux dominants. Ici, vous retrouvez en maçonnerie, on a des briques, on a des silex, on a des grès, on a de la pierre calcaire si on va sur la vallée de Seine. Voilà. Donc en fait, en fonction de là où on va être sur le territoire de la Normandie, puisque si on va en basse Normandie, c'est aussi vrai, il n'y a pas de matériaux dominants. Donc c'est vraiment une caractéristique, alors c'est pas la seule région, mais du coup, on prend vraiment les matériaux là où on est. Alors, pour les briques, vous savez que la brique est issue aussi d'une terre, donc c'est de l'argile, hein, c'est une argile. Donc en fonction de la qualité des argiles, on va avoir des qualités de briques évidemment très différentes. Et on a même des briques jaunes qui sont issues de la marne, qui est de moindre qualité parce que il y a du sable dedans. Voilà. Mais néanmoins, on va l'utiliser. Le silex,
c'est quelque chose que l'on retrouve évidemment en bord de mer, mais pas seulement, puisque si on creuse, on a notre argile à silex, c'est-à-dire qu'on a des veines dans le sol qui permettent d'extraire, quand il n'est pas donc affleurant, du silex. Donc le silex est aussi très présent dans les matériaux de construction. En toiture, historiquement, les bâtiments, on va dire modestes, étaient couverts de chaume, quelque chose qu'on a complètement oublié, ou en tout cas, ça commence à être rappelé. On utilisait le châtaignier. Alors, pourquoi ça a été oublié? Parce qu'il y a très peu de gravures qui montrent qu'on utilisait le châtaignier. En bardeau, on le revoit aujourd'hui. C'est vraiment, les architectes d'aujourd'hui réutilisent ce matériau parce que c'est un matériau qui est renouvelable, qui est à profusion et qui a des qualités thermiques. De la même manière que le chaume a aussi des qualités thermiques. Néanmoins, voilà, c'est intéressant de dire qu'il y avait un matériau de couverture, historiquement, ce deuxième matériau. Mais aussi des maladies. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'à chaque bâtiment correspondait une fonction. Quand on regarde les bâtiments qui sont derrière vous, on voit que ces fonctions, pour certaines, sont perdues. Du coup, les bâtiments, ils font l'objet de modifications. Ça, c'est une grande constante des bâtiments, c'est que finalement, une écurie, alors avant, on avait beaucoup de bergeries, par exemple. Les bergeries ont disparu au cours du 19e, parce qu'il y a eu l'élevage bovin qui s'est développé. Et du coup, bah, voilà, on a peut-être dû construire des bâtiments plus importants avec les étables. Mais pour vous expliquer que finalement, il y a beaucoup de bâtiments qui correspondent aussi au développement de l'activité agricole. C'est marqué écurie et étable au pluriel. Donc on a un long bâtiment. Les bâtiments d'origine sont étroits. Plus on a d'argent, plus on peut se payer des fûts de bois larges, ce qui va déterminer la largeur du bâtiment, c'est souvent ça. Donc quand on a une exploitation très modeste, qu'on a peu de moyens, on va avoir des bâtiments très étroits. Donc ce dessin représente un clos modeste, néanmoins avec une géométrie assez importante. Et voilà, en théorie, c'est plutôt une observation des clos modestes. Après, ici, on a le fournil qui est à l'écart. Bonjour madame. Vous allez trouver facile. Ma collègue Stéphanie. Et le four est à côté d'une mare. On retrouve la calotte du four qui est extérieure, qui permet le refroidissement plus facilement, et la petite cheminée qui indique bien ce qui différencie ce bâtiment des autres. Ici, on a une bergerie, là, on a une grange, et ici, on a la charretterie, un autre bâtiment emblématique des Clos-Mazures, la charretterie, parfois associée à un bâtiment, parfois indépendant. La charretterie était souvent proche de l'accès au champ, parce que par commodité, n'est-ce pas, c'est plus pratique, plutôt que de retraverser. Donc là, on a vraiment un clos avec tous les éléments, sauf le colombier, puisque tout à l'heure, monsieur parlait du colombier. Alors, le colombier, c'est une histoire particulière. C'est un droit lié au fait d'avoir un fief. Et du coup, finalement, il y a assez peu de clos qui ont des, des, euh, des colombiers de ce fait-là. Alors, c'est un élément emblématique et puis plutôt, en général, un bel élément. C'est un bel ouvrage qui exprime. Des fois, on y retrouve des armoiries. Enfin, voilà, et il y en a des magnifiques pour connaître. Bon, là, on n'y en a pas. Donc la ferme, en fait, comme disait Monsieur Pierre, est propriété d'une baronne, donc baronne de Lauriston, qui me racontait en fait que c'était la dot de son arrière-grand-mère. Donc il s'est marié avec le comte d'Hunolstein, et puis donc elle, fille de Brias, s'est mariée avec le baron de Lauriston. Elle a descendu de grade puisqu'elle était comte. Elle était comtesse, elle est devenue baronne. Donc c'est en fait de génération en génération, ils sont propriétaires. Ils étaient propriétaires de plusieurs fermes dans le coin, mais donc elle a souhaité garder en fait ce corps de ferme là parce que c'est le plus joli qu'elle avait, quoi, en fait. Sinon généralement les propriétaires terriens sont plutôt à vendre leur corps de ferme aux fermiers parce que ça coûte très cher d'entretenir les toitures, etc., quoi. Donc, généralement ils s'en débarrassent, mais malheureusement entre guillemets, parce que mes parents avaient déjà demandé à ce que on achète le corps de ferme, mais ils ont jamais.
Donc, du coup, moi, je suis installé ici, mais on est la 4e génération, donc qui a été installée sur l'exploitation. Mes arrière-grands-parents, en fait, se sont installés ici autour de 1919. Donc, ils venaient de Belgique. Parce qu'en fait, à l'époque, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, les fermiers français étaient partis à la guerre. Donc, du coup, et les Belges, en fait, étaient complètement, ils émigraient puisque la Belgique, elle a été rasée complètement et c'était vraiment des combats importants. Donc, du coup, d'ailleurs, il y a eu, je ne sais pas si vous avez connaissance, mais il y a eu le gouvernement belge, en fait, qui s'est installé à Sainte-Adresse, à côté du Havre. Donc, il y a eu beaucoup de Belges qui sont arrivés en France. Et donc, mon arrière-grand-père a travaillé sur une ferme à Veules-les-Roses avant de s'installer ici. De savoir, c'est difficile de savoir quelle est la partie la plus ancienne. Il faut savoir que dans les pratiques de construction, le réemploi, c'était des pratiques systématiques. Hein, de tout temps, les civilisations ont repris des éléments et recomposé, etc. Alors je dis ça parce qu'un des éléments les plus anciens, c'est la porte. La porte basse avec son cintre en pierre. Et on peut dire que c'est 13e, 14e, en tout cas c'est Moyen-Âge. C'est avec la petite fenêtre qui est à côté, on va dire que c'est parmi les éléments les plus anciens. Sauf que là où ils sont placés, ça ne correspond pas à là où il y a les plus vieilles maçonneries. Parce que les plus vieilles maçonneries, si on regarde, il y a des parties en petits silex qui sont là et qu'on retrouve derrière sur, si on prend le grand volume, seulement la première moitié. Donc en fait, là où est la porte, ça correspond à la partie qui a été agrandie sur l'arrière. Donc vous voyez, c'est pas cohérent sur le plan de ce qui préexistait, c'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'au XVIIe, cette façade a été recomposée, voire pourquoi pas même le volume a été recomposé de manière à se mettre en scène à grande échelle. Et c'est pour ça que certains écrits disent que la partie la plus ancienne serait celle-ci. Et pourtant, les éléments isolés les plus anciens sont dans l'autre partie. Donc vous voyez, c'est pas facile de savoir comment a été composé et recomposé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une période faste au XVIIe, là où il y a une magnifique cave voûtée, que j'ai eu le plaisir de visiter. Cette cave, en fait, elle correspond à peu, on va dire, la totalité du grand volume. Et l'accès se fait dans la dernière pièce, là où il y a la dernière fenêtre. Donc, moi, je serais tenté de dire que la partie la plus ancienne correspond plutôt à ce volume-là, qui a fait fi en termes d'implantation des questions de climat, pardon, des questions de mise en scène, mais par contre avait des préoccupations plus de climat et d'accès au plus court, avec la configuration est complètement différente. Hein. Le Clos, dans sa configuration actuelle, il était au 13e, 14e, il n'était pas comme ça. Je ne sais pas comment il était, mais il était comme ça. Donc, je m'avance parce que j'ai envie de faire des propositions, mais ça fait partie des possibilités. Voilà. Sachant que ce développement d'une façade avec ses grandes fenêtres, c'est pareil, ça a fait l'objet de bon nombre de modifications. Hein, puisque ces grandes fenêtres, si vous regardez les chaînages, c'est-à-dire les tableaux, les encadrements descendent plus bas. Donc les fenêtres, pourquoi alors qu'elles sont déjà très grandes, elles étaient dans leur destin initial peut-être encore plus grandes. Donc c'est assez curieux. Si on regarde les encadrements, il y en a qui sont en briques, il y en a qui sont en briques et pierre, il y en a qui sont en pierre. Donc on voit bien le nombre d'interventions successives pour arriver à une façade composée très ouverte, style manoir, 17e, 18e, voilà. Mais là, on est vraiment dans un exemple de dans une architecture qui est extrêmement agréable à l'œil et qui en fait est faite de toute cette matérialité très riche. Tout est beau, en fait, finalement, c'est ça moi, que je trouve intéressant. Si on regarde ce qui est ancien,
et ben, finalement, la matérialité joue énormément. C'est-à-dire que si on enduit, si on gomme toutes ces diversités, on se retrouve probablement avec des choses disharmonieuses, mais qui deviendraient choquantes. Il n'y a pas de rythme, en fait. Vous voyez, il y a pas de... Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc, on est dans les années 20, Ouais. là, Oui. et là, entre 30 et 39. Ouais, c'est ça. Et déjà, dans ces dessins, enfin, celle-ci, on le voit moins que là, mais bon, peu importe. Vous voyez la partie haute? Il y avait une lucarne. Le grenier lucarne. servait de lieu de stockage. La lucarne, elle a été, supprimée quand ils ont refait la toiture, quand la Probeca a refait la toiture. Et en fait, ce qui veut dire que ce manoir, là, sont montés à base de chaux, de sable, de terre, de crâne de cheval, de tout ce qu'on voudra. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de matériaux dominants. Donc on fait avec les matériaux que l'on a à proximité, ou de plusieurs, mais c'est vraiment exceptionnel de voir. Alors remarquez qu'on est côté rue. C'est pas un motif qu'on voit à l'intérieur. Donc on continue à montrer qu'on va bien. Vous voyez la face arrière, donc la partie qui est côté nord est une extension, en tout cas la maçonnerie est clairement très différente, est composée, on l'évoquait là, voilà, je pense que c'est du 17e, et la partie plus ancienne où on voit que les deux volumes, les deux corps de bâtiment sont avec la même facture, donc on est vraiment sur un silex travaillé avec un soin vraiment digne des forteresses et des bâtis que l'on espère durer longtemps malgré les agressions. Voilà. Donc on a là encore très peu de joints, voire pas de joints du tout. Et on a un silex qui est équarri, avec, on imagine bien, derrière on retrouve la forme du silex, hein, bombé. Donc voilà, on a des murs très épais, on est autour de entre 50 et 80 cm. Certaines formes sont en U, et probablement que ça correspondait à un pressoir, ou enfin en tout cas il y avait une fonction. Voilà. Oui.